La dernière génération des héritiers de J plonge toujours plus loin dans le drame. Le sort des vétérans reste incertain, malgré les révélations de Jézabel sur leur voyage mystérieux. Qui s'acharne donc à détruire ces familles, plus de 20 ans après l'accomplissement de la prophétie de l'adversaire? Et pourquoi? Les survivants se voient contraints de chercher des réponses. En commençant par enquêter sur les plages même de l'île maudite, au centre du secret depuis des siècles. Alors qu'ils risquent fort d'y être attendus par leurs ennemis. Conscients de ne pouvoir éviter les combats, tous tentent de s'y préparer au mieux. Certains affûtent leurs armes, d'autres s'intéressent à la magie, en espérant qu'elle ne se révélera pas plus dangereuse qu'utile. Mais en cette ère nouvelle, aucune certitude n'est acquise. Même les dieux et les démons qu'on croyait morts pourraient se relever. Je suis Jézabel de Kirsian. Dans des temps déjà lointains, on m'appelait aussi la Kahati. J'ai même porté le surnom de tueuse, à une époque qui semble faire partie d'une autre vie. Mais mon véritable nom, celui que mes parents ont choisi de me donner, je l'ai oublié depuis longtemps. Et sans doute ne le retrouverai-je jamais. Toutes les fillettes enlevées pour le compte de Zouya, ce démon femelle, devaient pareillement perdre leur identité. On ne leur permettait qu'une seule chose, se préparer au don ultime pour lequel on les avait emmenées. À savoir, devenir la prochaine incarnation de la déesse. Car celle qui juge avait beau être éternelle, il lui fallait malgré tout des enveloppes charnelles pour se matérialiser. Voici ce à quoi nous étions destinés. Grandir, dans la souffrance de l'apprentissage et des privations, pour avoir un jour le prétendu privilège d'offrir son corps à l'âme du monstre. Et ne plus être alors qu'une petite voix implorante et étouffée par l'esprit du démon. Aucune d'entre nous n'avait choisi cette destinée. Et pour cause, nous ne savions même pas que de telles horreurs étaient possibles. Le secret sur l'existence réelle de Zouya était bien gardé. Depuis des millénaires, au cœur des marais du Luzan, les judicateurs veillaient à préserver leurs privilèges en respectant chacune des traditions établies par leurs prédécesseurs. Garder leur maîtresse à l'écart de la fange des mortels faisait partie de ses obligations. Maintenir à sa disposition plusieurs dizaines d'adolescentes en était une autre. Je n'ai guère de souvenirs de ma prime enfance. Quelques images tout au plus. Des fractions de vie, des instants anodins. Comme la course de deux lézards dans une petite cour, spectacle qui m'avait fascinée, alors que j'étais assise sur le perron de ce qui devait être ma maison. Ou la teinte bleutée d'une des robes de ma mère dont le visage a malheureusement déserté ma mémoire depuis longtemps. En revanche, je me souviens très bien du jour où ils sont venus. Eux, les hommes en rouge, et le judicateur qui les menait. Ils ont annoncé qu'ils allaient m'emmener parce que j'avais été choisie et que j'étais en bonne santé. Je me rappelle avoir vu pleurer mon père, quelques larmes seulement, avant qu'il ne laisse exploser sa colère. Les hommes en rouge m'ont alors fait sortir de la maison. Certains sont restés avec mes parents. Peu après, on n'entendait plus ni pleurs ni cris. Seulement les supplications de ma mère, elle-même bientôt réduite au silence. Je pense qu'ils auraient été tués de toute façon, même s'ils n'avaient montré aucune résistance. La loi de Zouya ne permet pas que l'on remette en cause ces traditions. Par ailleurs, le démon ne voulait laisser aucun désir de vengeance ou de rébellion grandir dans les rangs de ses sujets. Les familles des fillettes enlevées étaient condamnées à disparaître elles aussi. Cela pouvait être réglé le jour même, ou seulement quelques lunes après. Mais les messagers n'oubliaient jamais de porter le jugement du démon. Ainsi m'étais-je retrouvée avec une vingtaine d'autres pleurnichardes, la plupart âgées de 3 ans à peine. Et, encadrés par des hommes qui portaient encore le sang de nos parents sur leurs lames, nous avons pris la route du Luzan, à pied, et même pieds nus pour certaines dont je faisais partie. Les assassins nous traitaient sans ménagement aucun. Nous ne représentions pour eux qu'un troupeau semblable à ceux des années précédentes.
Sans doute avait-il pour consigne de procéder à un premier tri dans nos rangs. Un cruel écrémage. Dans les 4 jours qu'il nous fallut pour rejoindre le sanctuaire secret de Zouya, 2 fillettes périrent de faim et d'épuisement. 2 autres furent abandonnées à une mort certaine dans ces marais infestés de serpents et d'insectes dangereux. Ainsi étaient traitées les plus incorrigibles des pleureuses, de même que les insolentes qui se refusaient à obéir sur-le-champ à nos tortionnaires. Il ne me semblait pas appartenir à l'une ou l'autre catégorie. J'étais dans un tel état de fatigue qu'une seule chose occupait mes pensées. Au bout de cette marche, on nous permettrait peut-être de nous reposer, de manger un peu. Aussi, alors que notre route passait près d'un buisson de baies sauvages, je ne pus résister et me précipitai pour m'emplir l'estomac de ces fruits. J'allais même jusqu'à bousculer et repousser les plus faibles des fillettes, ne songeant qu'à m'octroyer une plus grosse part pour assurer ma survie. À la suite de cet épisode, les hommes de l'escorte commencèrent à me regarder différemment. Le judicateur se fendit même d'un sourire énigmatique à mon intention. Cela aurait dû m'éclairer sur le destin auquel j'étais promise. Plutôt que de reprendre la route, j'aurais mieux fait, alors, de courir me noyer dans les eaux boueuses des marais. Le vent n'était pas vraiment froid, mais le sable qui l'entraînait dans sa course venait frapper le visage de manière très désagréable. La vieille Fanoun s'efforça de réajuster son châle, tant bien que mal. C'était peine perdue. Les grains au relent marin continuaient à fouetter sa peau ridée, lui piquant les yeux jusqu'aux larmes. Elle finit par se résoudre à marcher à reculons, dos contre les bourrasques, malgré le risque d'une chute dangereuse à son âge. Par chance, cette partie de la plage ne comportait guère d'obstacles, et Fanoun la connaissait si bien qu'elle aurait sans doute pu la parcourir dans toute sa longueur, avec les paupières closes. Cela faisait plus de 6 décennies que son mari et elle s'étaient installés à quelques milles de la mer Médiane, dans les environs du village laurélien de Berce. Tous deux avaient arpenté ce rivage des milliers de fois, à la recherche de coqs ou pour le plaisir simple d'une promenade. Après la disparition de son époux, 12 ans plus tôt, la veuve avait continué à suivre le même chemin. Parfois, en murmurant quelques mots à l'intention du défunt, lorsqu'elle se trouvait assez loin d'oreilles étrangères. Heureusement, sa solitude n'était que partielle. Le chien de la maison, Gary, était de nature si remuante que Fanoun se fatiguait parfois rien qu'en le regardant. C'était une bête au pelage roux et beige, à l'âge indéterminé, sans doute 8 ou 9 ans. La laurélienne l'avait trouvée sur cette même plage, il y avait quelques hivers de cela. Depuis, l'un et l'autre ne s'étaient plus quittés. Le tempérament un peu trop joueur de Gary mettait parfois la patience de la vieille dame à rude épreuve, mais elle admettait aussi que cela l'aidait à entretenir sa santé. Sans l'obligation de sortir l'animal quelques décimes par jour, elle serait sans doute restée cloîtrée chez elle par un temps pareil. Et malgré les désagréments du vent, il fallait bien reconnaître que cette promenade lui faisait du bien, ne serait-ce qu'en ravivant quelques souvenirs pleins de douceur. Elle tourna la tête un instant, les yeux plissés, juste assez longtemps pour repérer la bête qui batifolait entre le sable et la marée haute. La joie et l'énergie de l'animal faisaient plaisir à voir. Sans cesse en mouvement, Gary courait, sautait, plongeait, s'ébrouait puis repartait aussitôt. Fanoun en serait quitte pour une longue séance de brossage comme d'habitude. C'en était à se demander à quel point l'animal ne faisait pas exprès de se rouler dans le sable, juste pour être cajolé ensuite. Quelques dizaines de pas plus loin, elle parvint enfin au lieu-dit des phalanges du géant, ou plus simplement les phalanges, où elle put se retourner et reprendre une démarche normale. La colonne de dunes qui constituait l'un des rares reliefs de la plage la protégeait désormais des plus vifs assauts du vent. Le lieu tirait son nom d'une légende locale, où il était question d'un monstre marin hantant les fonds environnants. En des temps lointains, cette bête serait venue muer sur le rivage, et les buttes de sable qui dominaient le paysage étaient censées recouvrir les énormes pinces de la créature aquatique. Fanoun avait beau mesurer le ridicule de telles histoires, elle ne pouvait s'empêcher de scruter la surface des monticules chaque fois qu'elle s'en approchait. Et s'il était une once de vérité dans tout cela, après tout, au fil des siècles,
On avait recueilli plus d'un témoignage sur ce monstre, et la vieille dame frissonnait en s'imaginant que les dunes allaient s'ouvrir soudain sur un titan cauchemardesque, tout en carapace et en pinces barbelées. Elle se représentait la scène avec une telle émotion qu'elle ne put retenir un cri lorsque Gary commença à aboyer. Heureusement, un examen des environs suffit à la rassurer. Le chien signalait juste la proximité d'une autre silhouette sur la plage. Proximité toute relative, puisque l'homme était encore à plusieurs centaines de pas. La vue de Fanoun n'était plus aussi aiguisée que dans sa jeunesse, mais elle parvint tout de même à discerner la carriole que l'inconnu tirait derrière lui. Elle sut alors qu'il s'agissait de Théodril, l'un des vétérans du village. Il faisait régulièrement provision de bois flotté sur ses rivages.